Salut bande de petits troubles faits. Comme promis dans l'épisode 2 d'Economicon, je fais cette vidéo pour revenir sur les commentaires qui apportent un point de vue ou un complément d'info qui n'est pas forcément dans la vidéo. À l'heure où je vous parle, cette vidéo sur la mécanisation et la loi El Khomri a fait environ 4200 vues et reçu 80 commentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez le faire tout de suite en cliquant ici. A nouveau, il y a eu un très bon accueil avec beaucoup de commentaires positifs et je vous en remercie, ça fait très plaisir parce que c'était beaucoup de travail. Je rappelle que l'idée de ces vidéos sur les commentaires, c'est de faire émerger des débats ou des remarques constructives qui sinon seraient perdues au milieu de tous les autres commentaires. Donc je leur donne un petit peu plus de visibilité, et puis au passage ça me permet de répondre et de glisser un petit mot si j'ai quelque chose à ajouter. Donc, si vous trouvez qu'il manque quelque chose, ou que les gens disent de la merde dans les commentaires, eh bien je vous invite à donner votre avis la prochaine fois. Tu mets l'accent sur Gattaz et le MEDEF en leur attribuant une grosse part de la paternité de la loi travail, mais pour moi, les principaux responsables se trouvent à Bruxelles, et plus précisément dans les bureaux de la Commission européenne, où les fonctionnaires européens écrivent des GOPE, grandes orientations de politique économique, qui sont en fait les grandes lignes des dernières lois que les gouvernements de droite et de gauche ont ou vont faire passer. Elles sont disponibles sur internet si tu veux vérifier. Ça permet aussi de donner une explication au fait que, quel que soit le gouvernement, la politique est la même. Je comprends qu'il faille manifester, mais pourquoi s'en prendre à un gouvernement qui est inféodé ? Les responsables sont à Bruxelles, c'est à Bruxelles qu'il faut manifester. Ouais, mais bon, Bruxelles ça fait un peu loin pour aller manifester, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas assez mis l'accent sur l'impact de l'Union Européenne dans la promotion de ses politiques. J'en parlerai sans doute beaucoup plus dans ma prochaine vidéo sur le libre-échange, même si elle n'est pas encore écrite, donc je sais pas trop quelle forme ça va prendre. Pour me rattraper, je vous mets tout de suite un extrait d'un reportage que j'aurais peut-être dû mettre dans ma vidéo, pour que vous en sachiez un peu plus sur les GOPE. Plus sérieusement, tout ce qui se dit dans cette vidéo me paraît évident. Les cercles vertueux et vicieux, c'est l'une des premières choses que j'ai vues en cours d'économie. Alors pourquoi ceux qui sont au pouvoir sont les seuls à ne pas comprendre ? Parce qu'ils n'ont probablement jamais fait d'études d'économie et trouvent ça mieux de creuser la tombe des employés tant que ça peut augmenter leur salaire. Ils comprennent très bien, mais tant que ça peut servir leur poteau chef d'entreprise, y a pas de raison de se freiner. Quel est le but ultime de tout ça ? À qui ça profite réellement ? Rockefeller, Rothschild, le nouvel ordre mondial ? Sérieux, à un moment va vraiment falloir que les gens réfléchissent par eux-mêmes au lieu de croire à la propagande des médias de masse. Rien n'est plus important dans la vie que la télévision. Rien. Depuis plus d'un siècle, les extrémistes idéologiques des deux bords s'emparent des incidents dont on parle beaucoup dans les journaux, tels ma rencontre avec Castro, pour reprocher à la famille Rockefeller l'influence démesurée qu'ils prétendent que nous exerçons sur les institutions politiques et économiques des États-Unis. Certains croient même que nous faisons partie d'une cabale secrète agissant contre les grands intérêts des États-Unis et ils représentent ma famille et moi-même comme des internationalistes. Ils vont jusqu'à prétendre que nous conspirons avec d'autres capitalistes dans le monde pour construire une structure politique et économique mondiale plus intégrée. Un seul monde si vous voulez. Si c'est ce dont on m'accuse, je plaide coupable et j'en suis fier. Et j'en suis fier. Merci, même si ça ne répond pas entièrement à mes questions, c'est une piste. La question du but ultime, hein, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Il y a bien des histoires d'intérêt personnel, comme je l'ai dit, il faut bien que les inégalités profitent à quelqu'un, que ce soit les Rockefeller, les Rothschild ou autres, mais il y a aussi des raisons techniques. Par exemple, c'est pour la viabilité de l'euro qu'on est obligé de s'aligner grosso merdo sur le modèle allemand. Et tout ça c'est motivé par des raisons idéologiques, de construction européenne, de compétitivité, de libre-échange, qui sont très à la mode, et qui induisent la mise en place d'outils économiques auxquels la société va devoir se soumettre et s'adapter. Et tant pis si en France ça signifie la fin des services publics, du code du travail, etc. C'est-à-dire qu'on préfère se torcher le cul avec la démocratie et soumettre les sociétés aux outils économiques, plutôt que de soumettre les outils économiques à la société. Je trouve ça dingue que des gens aussi haut placés dans nos sociétés soient autant à côté de la plaque. C'est censé être des gens instruits, conseillés, étudiant un sujet des mois durant avant de prendre une décision. Je suis consterné. En 2 mots, intérêt personnel. Frédéric Vandamme, 9 lettres, avec enculage au pluriel. enculage. À côté de la plaque, bah moi je pense qu'Hollande et Sarko sont des gens très intelligents, faut juste voir au service de qui est cette intelligence. Les deux ont des études derrière eux, c'est certain, après ils ne sont pas bons dans tous les domaines non plus. La preuve. Je pense aussi que le niveau d'études ne change que la manière d'effectuer une tâche ou de résoudre un problème, mais pas tes intentions/convictions. Dans le fond, je pense qu'ils sont persuadés d'être de bonnes intentions et d'œuvrer dans l'intérêt général. Attention, hein, quand certains disent que ce genre de politique va faire baisser le chômage, il y en a qui le pensent vraiment, sans forcément avoir d'intérêt personnel. Quant au niveau d'études, je suis pas sûr qu'il ait un rôle majeur dans la manière d'effectuer une tâche ou de résoudre un problème.
Ce serait plutôt le conformisme de la pensée unique qui jouerait ici à plein tube, d'autant qu'il semblerait qu'il touche très efficacement les étudiants de l'ENA, école qui a formé entre autres Hollande, Sarkozy et compagnie. J'en veux pour preuve, même si c'était à une autre époque, le rapport du jury du concours d'entrée à l'ENA en 2015 qui reprochait justement aux candidats ce conformisme. Je vous le lis, c'est très instructif. Sur les questions relatives à l'Union européenne, par exemple, des problèmes particuliers méritent d'être mentionnés. Une prudence excessive ou une incapacité à prendre de la hauteur face aux questions impliquant une réflexion personnelle sur les questions européennes. Les candidats donnent le sentiment de présenter l'Union européenne comme un ordre établi qui ne pourrait être différent. La plupart d'entre eux témoignent d'une absence de sens critique et d'une incapacité ou d'une absence de volonté à imaginer d'autres modes de fonctionnement. De plus, nombreux sont ceux qui expriment des idées préconçues ne correspondant pas à l'Europe réelle. Une incapacité à comparer le droit interne et le droit de l'Union européenne. Des questions sur des comparaisons simples, Parlement européen et Parlement français, budget de l'Union européenne et budget de l'État en France par exemple, mettent en difficulté la plupart des candidats, révélant des connaissances acquises sans réflexion personnelle. Une tendance à présenter des connaissances non maîtrisées. Nombreux sont les candidats qui récitent des fiches utilisant tous les mêmes formules en étant ensuite incapables d'expliquer ou de justifier leur affirmation. Exemple, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, il faut créer un trésor européen, etc. Un goût pour les écrans de fumée masquant l'incapacité à répondre à une question. Trop de candidats n'avouent jamais leur ignorance, ces comportements particulièrement dangereux dans la vie professionnelle ont été sanctionnés. Donc vous voyez que le conformisme politique, ça commence déjà au berceau, avant même les études, et je ne sais pas si l'ENA aggrave ou améliore les choses, je suis pas sûr en tout cas qu'elle les améliore. Tu ne sais même pas comment et pourquoi un emploi est créé. Encore une vidéo d'un mec abruti par l'idéologie socialiste. Va te prosterner devant une affiche du NPA. Dire que c'est grâce à Google, dangereux capitalistes libéraux à la pointe du progrès technologique destructeur d'emplois, que tu peux poster tes vidéos. Je t'offre un billet pour le Venezuela, Grèce ou Corée du Nord, où l'homme passe avant le capital. Ah bon, en Grèce, en Corée du Nord, l'humain passe avant le capital? Bah j'étais pas au courant, tu vois. Bon, en tout cas, merci de nous avoir expliqué comment et pourquoi un emploi est créé. Bref, passons à quelque chose de plus constructif. Ne mélangeons pas les multinationales et les PME-TPE. Pour les artisans, commerçants, au RSI, pour les patrons d'entreprises de 10 à 15 personnes, pas question de délocaliser. Nombre d'entre eux souhaiteraient embaucher, mais se retiennent à cause de la rigidité du code du travail. En clair, virer un ouvrier incompétent est non seulement difficile, mais aussi risqué. Tellement risqué que plusieurs petits patrons que je connais préfèrent ne pas faire croître leur activité. N'oublions pas que pour ces patrons, pas de parachute doré, mais bien souvent l'intégralité de leurs biens sont caution pour des prêts liés à leur entreprise, d'où une gestion des risques très conservatrice. Un droit de bilan signifie la perte de leurs biens propres comme leur maison. Pour tout cela, un code du travail plus flexible va les encourager à embaucher. Il y a sûrement du vrai dans le mécanisme que tu décris, mais je suis convaincu qu'on y perd plus qu'on y gagne à faire sauter les protections des travailleurs. Le problème est clairement posé dans la vidéo. Plus tu précarises les gens, moins tu remplis les carnets de commandes, etc. C'est pas en produisant plus et de manière plus compétitive que tu régleras le problème. Tu prends le problème à l'envers, et c'est tout le drame de la vision actuelle de l'économie à mon avis. Je ne crois pas prendre le problème à l'envers, je pars d'un fait. Dans les TPE, PME, c'est le patron qui décide s'il doit embaucher, et ça c'est un droit qui lui est inaliénable, puisque c'est lui qui prend le risque, et les bénéfices, de créer une entreprise. Le problème pour les patrons que je connais n'est souvent pas les carnets de commandes, ils sont souvent pleins, et ils savent qu'ils pourraient, s'ils le désiraient, faire croître leur activité de manière significative. Mais à leurs yeux, le risque d'embaucher une personne supplémentaire ne couvre pas les bénéfices possibles d'une augmentation d'activité. Et comme pour tous les patrons au RSI, un mauvais calcul peut se traduire par la saisie de leurs biens propres, maison, voiture, 3 petits points. On peut comprendre qu'ils soient frileux. Le risque le plus important est celui d'une économie en dents de scie. Les 30 glorieuses sont loin, et notre économie est très bancale. Exemple, en ce début d'année, les rumeurs de surproduction en Chine ont fait plonger tous les marchés. Pour paraphraser, quand la Chine éternue, l'Europe s'enrhume. Dans ces conditions, un carnet de commandes plein en 2016 ne veut pas dire qu'il le sera en 2020. Alors si en plus de ça, licenciés deviennent gageurs, avec des frais potentiels incalculables, CF, mise au prud'homme, etc., beaucoup de patrons font le choix simple de conserver leur activité à un niveau modéré, avec des carnets de commandes pleins à craquer, de façon à pouvoir avaler les aléas économiques sans avoir à licencier. L'absence totale de précarité a un coût dans les PME-TPE. Elle encourage les employeurs à n'embaucher que le strict minimum de façon à garantir à ce strict minimum qu'ils ne seront licenciés que si la boîte elle-même coule. Pour clarifier, je ne suis pas en désaccord avec la vidéo. Je mentionne juste que ce que dit l'auteur est valable pour les très grosses boîtes et les multinationales, mais que la situation dans les entreprises de taille modeste est différente. Cette loi n'est sans doute pas la réponse miracle, mais certains éléments auraient pu encourager les petits patrons à employer en limitant le risque. Je pense par exemple à la limite maximale des indemnités prud'homales fixée à 25 000 €. J'ai bien saisi ton point de vue. C'est intéressant ce que tu expliques sur une limitation volontaire de l'activité pour éviter la prise de risque qu'est l'embauche pour les petits patrons. D'un autre côté, on ne peut pas non plus demander aux salariés d'amortir la prise de risque pour l'entrepreneur.
Exactement, comme le dit Tria Kirill, c'est transférer sur les employés le risque d'instabilité économique que les employeurs ne veulent pas prendre. Donc c'est normal qu'ils gueulent. L'exemple du plafonnement des indemnités prud'homales. Les indemnités sont censées dédommager les victimes d'un abus, mais aussi dissuader les abus. Il faut le voir comme une amende aussi. Si tu plafonnes, les boîtes qui en ont la trésorerie vont se retrouver complètement au-dessus des lois, encore plus. Mauvaise idée, même si ça profiterait aux petits patrons, encore une fois, sur l'ensemble du marché du travail, on y perd plus qu'on y gagne, à mon avis. La question du coup, c'est quel type de mesures mettre en place pour que ni le petit patron ni le salarié se retrouvent en position de précarité pour que l'autre partie soit à l'abri du sort, et tout ça sans permettre aux grosses firmes de profiter du système pour passer au-dessus des lois. Et c'est là que je pense que tu prends le problème à l'envers. Détricoter les protections des travailleurs pour que des patrons aient les mains libres expose à trop de dérives. Le 19e siècle est là pour en témoigner. J'ai pas de solution à tout, mais je suis convaincu que ça, c'est la mauvaise voie. Transférer les risques sur les employés ne changera rien au problème en plus, parce qu'on va passer d'une situation où les employeurs n'embauchent pas par crainte de l'instabilité économique, à une situation où les employés ne consommeront pas par crainte de l'instabilité de leurs revenus. Donc, si ça se trouve, l'un dans l'autre, les employeurs seront en capacité technique d'embaucher, mais ils le feront pas parce que leur carnet de commande sera vide. Ce serait un petit peu ballot, non? Baisser les salaires, précariser les gens, ça peut marcher un temps, mais il y a quand même des limites en dessous de laquelle il vaut mieux pas descendre, et c'est le message principal de cette vidéo. Après, quand on parle de coût du travail, de consommation, on parle surtout de symptômes, mais ce qui ressort bien dans cette discussion, c'est que la maladie, c'est l'instabilité économique. C'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait essayer de régler. Faut donc appliquer d'autres méthodes pour améliorer la compétitivité des petites entreprises notamment, et c'est peut-être plus intéressant de réformer le RSI qui est une grosse arnaque plutôt que s'attaquer au salaire des employés. Dans le même genre, on pourrait vraiment drastiquement baisser les impôts en réglant cette histoire de dette qu'on payera jamais de toute façon, ou en s'occupant de la fraude fiscale. Mais non, le courage politique, mesdames et messieurs, c'est de s'attaquer au salaire et au droit du travail. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.